à l'école, je dormais parce que j'étais crevé. Le soir, je montais des broches kebab. Et le matin, je me levais très tôt pour lire des livres sur la franchise. Premier jour d'ouverture, donc lui, il faisait l'équivalent de 200 € par jour. Et nous, le premier jour, on a fait l'équivalent de 2000 €. Incroyable. T'avais des dames de notre communauté qui me disaient, en pleurs, qui me disaient, t'as donné envie à mes fils de réussir honnêtement. On a failli acheter Quick. Tout le monde me disait que ça allait pas marcher. J'avais proposé 230 millions, j'ai pas réussi à obtenir plus. Ça a été acheté 237 par un fonds américain qui sont en train de le revendre 700 millions. Plus-value d'1,5 milliard. En France, après, il y a la partie succès et la partie qu'on voit pas dans le business. On a quand même forcé le destin. Aujourd'hui, avec du recul et une vision internationale, si j'aurais dû redémarrer quelque part, ça aurait pas été en France. Moi, je dis souvent, la France, c'est pas pour les ambitieux. Je veux être sur mon ordi, dans une plage à Bali, en train de faire mes trucs. Tu vois. Aujourd'hui, je suis comme un gamin de 20 ans. Tu vois, je veux un business libre. Et c'est ça la richesse. Dans cet épisode, on discute avec Hakim Ben Othman. Ce businessman parti d'un petit kebab à Tours jusqu'au classement des 500 plus grosses fortunes de France en 2014. Il est le fondateur de Nabab, la première chaîne de kebab en Europe. Passé dans plusieurs émissions télé comme Zone Interdite et dans la série populaire sur M6 Patron Incognito, il a ensuite diversifié ses activités avec son groupe en investissant dans l'immobilier et en lançant des projets variés, en allant de la restauration à la tech. Ce podcast garantit d'être inspirant et sans filtre. Il nous livre son expérience, ses perspectives sur le monde de l'entrepreneuriat en France et ailleurs. Salut Hakim, Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Je suis vraiment ravi de t'avoir avec moi. Auprès de mon humble communauté qui vont découvrir cette vidéo. Et vraiment, merci pour avoir accepté cette invitation. Et bon, tout le monde, je pense, te connaît dans le monde de la restauration, le monde de la food en général. Tu es une personne qui a énormément, une très grosse success story. Et voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial. Donc, merci d'être là encore une fois. Merci de ton invitation. Franchement, ça me fait plaisir. Je regardais à 19 ans, quand j'étais jeune et que je venais juste d'arrêter l'école pour ouvrir ma propre pizzeria. Je regardais ton reportage, un de tes premiers reportages où tu es passé à la télé, où tu construisais donc Nabab. Donc, mais vraiment, tu étais jeune, tu avais une tête de jeune. Toujours une tête de jeune. Ouais, toujours. Mais à cette époque-là, c'est ce truc que tu véhiculais. Bah, déjà, tu me ressemblais. Donc, je me voyais en toi. Et vraiment, c'était incroyable de voir une success story comme ça et de voir une personne ouvrant un petit kebab à l'époque. C'était à Tours, c'est ça, ton premier kebab? Exactement. Et du coup, de voir ça, parce que moi, je savais que je pouvais faire des choses dans ma petite ville d'origine, mais j'étais un peu limité, j'avais cette barrière limitante à me dire, je ne peux pas faire plus que ouvrir 1 ou 2 commerces. Et toi, j'ai changé de vision à partir du moment où j'ai vu ce reportage, à te voir bouger de partout, bosser, mais comme un acharné. Je te voyais en Guadeloupe, une fois, de partout, et t'ouvrais des commerces de partout. Je me suis dit, en fait, c'est possible. Et voilà, donc on va d'abord te laisser te présenter un petit peu, que les personnes te découvrent, ceux qui ne te connaissent pas. Et je te laisse la parole. Bon, Hakim Ben Othman, voilà, j'ai 40 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans les affaires. Hein. J'ai commencé dans la restauration à l'âge de 19 ans, où j'ai ouvert donc mon premier restaurant kebab dans la ville de Tours. Moi, je suis originaire de Lille à la base. Après, j'ai suivi mes parents. On est parti donc en Touraine où j'ai passé mon adolescence. Et tout a commencé comment? Moi, si tu veux, après l'école, je montais des broches kebab dans des kebabs indépendants dans une rue très piétonne de ma ville. Et donc, je me suis mis à monter les broches très rapidement et ils me payaient à l'époque l'équivalent de 50 € d'aujourd'hui. Et donc, j'en montais 10 par jour. Je commençais à gagner mes petits sous comme ça. C'était même des gros sous pour l'époque. J'avais 15-16 ans. Et ensuite, je me suis dit, tiens, mince, il cartonne. Enfin, il gagnait tellement d'argent qu'il mettait l'argent dans les sacs poubelles. Donc, c'était les années 2000, les années 2000, quoi, 2001, 2002, etc. Et je me suis dit, il y a des franchises dans tout. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais tu avais les mastodontes comme McDonald's, Domino's. Je me dis, il y a des franchises dans le burger, dans la pizza. Il faut une franchise de kebab.
Et à 16 ans, je me suis pris de passion pour le métier de franchiseur. Et je passais mon temps à... Donc, à l'école, je dormais parce que j'étais crevé. Le soir, je montais des broches kebab. Et le matin, je me levais très tôt pour lire des livres sur la franchise. Et donc, j'ai appris ça. Et j'ai ouvert, donc après, avec l'argent accumulé, mon premier restaurant à 19 ans. Alors, comment ? Alors, c'était une enseigne qui s'appelait Crocopin. Et le monsieur avait des retards de loyer. C'est un ancien militaire. Et il me dit, Hakim, tu me payes le retard de loyer, équivalent peut-être de 5-6 000 euros, et je te donne le magasin. Et c'est pour ça que Nabab a commencé avec un logo jaune et rouge ovale, parce que c'était le logo de Crocopin. Et comme je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai juste changé les adhésifs. J'ai mis une machine à kebab que j'ai acheté d'occasion, une friteuse, et ça a démarré comme ça. Système D. Système D. Et on a démarré comme ça. Et le premier jour d'ouverture, donc lui, il faisait l'équivalent de 200 euros par jour. Et nous, le premier jour, on a fait l'équivalent de 2000 euros. Incroyable. Voilà. Et c'est comme ça que Nabab a commencé. Et là, j'avais 19 ans. Et après, j'ai voulu lancer ça en franchise très vite. Donc, j'ai ouvert 3-4 restos dans ma ville. Donc, après, avec les bénéfices accumulés avec le premier, j'ai eu ma première banque, qui était la banque Tarno, qui me finançait à l'époque. C'était une filiale de Crédit du Nord. Et donc, j'ai ouvert 2, 3, 4 restos dans la ville, dont un restaurant qui s'appelait Allo Kebab. Et après, j'ai lancé en franchise. J'étais plus jeune franchiseur de France. J'étais franchiseur à l'âge de 22 ans. Donc, salon de la franchise à l'époque, tu avais McDonald's, tu avais Brioche Dorée, Paul. Et ça a démarré. Et là, on a démarré l'aventure. Incroyable. Voilà. Incroyable. Donc, du coup, juste après tes premiers investissements, enfin, tes premiers kebabs que tu as créés dans ta ville, donc tu t'es ouvert à la franchise. Et comment ça s'est développé par la suite ? Alors, on a été recruter des franchisés un peu partout en France. On a développé beaucoup en filiale aussi. À l'époque, dès le début, je sais qu'il y en a qui ont vu le film Le Fondateur, yes. McDo, mais incroyable film. Nous, dès le début, on était dans cette stratégie foncière. Parce que je voyageais beaucoup. Moi, tu sais, j'ai 2 passions, le business et les voyages. J'ai fait le tour du monde. Et à l'âge de 17-18 ans, dès que j'avais un peu d'argent, j'allais voyager. Et je voyais ce système-là aux États-Unis déjà très tôt. Et donc, si tu veux, on a commencé à acheter les murs. Okay. Et dans des villes montantes. Je disais, moi, j'ai bossé avec 2 collaborateurs très proches. Mon meilleur ami, Issam, qui est marocain d'ailleurs, on se connaît depuis 20 ans, et mon cousin qui bossait avec nous. Et donc je dis, il faut acheter les murs dans des villes montantes. Paris et les villes de bord de mer. Montpellier, Nice, etc. Donc ces villes-là, on les prenait pour nous. Donc on faisait des emprunts, on achetait les murs, on ouvrait nos restaurants et on laissait le reste de la France pour les franchisés. Et là, on allait recruter les franchisés dans les sites dédiés et au site et également sur la restauration franchise, quoi. D'accord, donc vous faisiez aussi des événements en salon. Exactement. D'accord, entendu. Et du coup, comment... Bon, moi, j'ai une question qui m'a toujours... c'est aussi d'actualité. C'est comment, à ce moment-là, bon, tu aimes beaucoup voyager, mais qu'est-ce qui t'a ouvert à vouloir faire d'autres Nabab dans d'autres régions du monde ? Alors, bizarrement, j'étais très mûr, très jeune. Peut-être j'étais même plus mûr jeune que maintenant. Tu vois. J'étais très mûr, très jeune. Et en fait, j'avais une vision internationale dès le début. Pour Nabab, j'ai vraiment... En fait, moi, dans ma tête, c'était... À l'époque, les kebabs, c'était un peu des boui-boui. C'était, je veux donner au départ à la France une image propre du kebab. D'accord ? Parce que c'est ce qu'ils voulaient, parce que tu avais plein de propriétaires immobiliers et tout qui se plaignaient des boui-boui en bas de chez eux. Et donc... internationaliser ensuite cette image et cette chaîne française. Voilà. Ma stratégie, c'était ça. Et je me suis dit, il manque de toute façon une chaîne de kebab à l'international, que ce soit aux États-Unis, que ce soit... on va à New York, partout. Alors que c'était dès le début un produit mondial. Le kebab, c'est un des seuls produits que tu trouveras dans le monde entier. Il y a une dizaine d'années, j'étais au Vietnam, tu vois des kebabs. Tu vas au Mexique, tu vois des kebabs. Tu vas en Nouvelle-Calédonie, il y a des kebabs. Il y en a toujours eu de partout. Et donc, il fallait vraiment le mettre en franchise, quoi. D'accord. Donc, du coup, au niveau du marché international, c'était un produit qui était déjà connu. Exact. Donc, en fait, tu as juste implémenté, t'as implémenté ton savoir-faire de la franchise et tu as fait quelque chose tu en as créé une marque, en fait, qui n'avait pas... Exactement. D'accord. Et on est monté comme ça jusqu'en... Donc, on a démarré en 2003. 2006, j'avais 7-8 restaurants. 2008, on passe sur zone interdite. J'avais une 30aine de restaurants. Donc, Mélissa Thurio, elle a voulu mettre en avant vraiment le succès de cette marque. Et après, on déploie en franchise,
Et on est monté jusqu'en 2014, avant que je vende le groupe, on est monté jusqu'à 125 millions de chiffre d'affaires. Et là, on avait 55 restaurants en filiale et à peu près 80 franchisés. C'est énorme. Voilà. Franchement, bravo. Et à ce moment là où tu atteins, entre guillemets, le pic du succès de ta brand, est-ce que c'était un objectif de revendre ou tu as voulu simplement chercher d'autres challenges? Alors, moi, je te cache pas qu'au début, j'étais quelqu'un qui était vraiment plus attiré par la réussite de l'entreprise que par l'aspect financier. J'ai vendu parce que j'étais usé. Moi et mes collaborateurs, on a eu un parcours très difficile. On est en France, après, il y a la partie succès, il y a la partie qu'on ne voit pas dans le business. J'ai eu plusieurs expulsions de restaurants parce que tu es dans un pays, la France, tu as certaines villes comme Tours, tu as des petites villes où c'est des villes de réseau. Ils s'arrangent entre eux. Donc, j'ai eu des expulsions de restaurants. J'ai eu, moi, mes premiers contrôles et redressements fiscaux. J'avais 21 ans. Il faut savoir qu'un truc, le kebab était très mal vu en France. Une fois, il y a une banquière du LCL qui m'a dit « Hakim, si tu n'avais pas fait du kebab, mais autre chose, tu aurais été milliardaire à 30 ans. » Parce que c'était très mal vu. Et aujourd'hui encore, c'est un peu moins, mais c'est encore mal vu. C'est-à-dire pour eux, kebab, c'est blanchiment d'argent. Exact. Pour eux, on ne veut pas de ça en bas parce qu'il y a de l'huile. Voilà. D'accord, alors que c'est un produit sain à travers le monde. Et c'est même plus sain que le burger. Et en fait, si tu veux, des contrôles fiscaux à répétition et des choses où on ne s'est pas entendu avec l'administration. Si tu veux, le problème du kebab, la viande, elle se consume. Et ça, ils n'ont pas voulu le prendre en compte. Et là, après, ils ont retoqué les mêmes redressements chez mes franchisés. Enfin, c'était usant. On passait notre vie à se défendre. Hein, donc, Et je me souviens aussi, j'ai vu dans un des reportages à l'époque que tu avais eu déjà très tôt, jeune, justement un problème avec peut-être un propriétaire, Exactement. le premier propriétaire que tu as eu. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, avec du recul et une vision internationale, si j'aurais dû redémarrer quelque part, ça n'aurait pas été en France. Je dis franchement. C'est déjà... même un Français de souche, parce qu'il y a une réalité entre un Français de souche et celui qui ne l'est pas, a du mal à réussir dans un pays où on n'aime pas les entrepreneurs. Il faut dire ce qu'il en est. Si tu veux, c'est comme ça. Il y a une importante jalousie de la réussite. C'est fou. C'est comme ça et c'est ancré dans les mœurs. Et donc, si tu veux, on a quand même forcé le destin. On a passé notre temps à forcer le destin. On s'est fait expulser parce que dans le bail commercial, il y avait marqué restaurant et que le propriétaire et le juge ont dit que le kebab, c'était une sandwicherie. On a racheté un local en face, et là, dans le bail, il y avait marqué sandwicherie, on s'est fait expulser parce qu'ils ont dit que le kebab, c'était restaurant. Donc, ils m'ont fait perdre entre les deux locaux 2 millions de chiffre d'affaires, mais c'est très magouille. Très magouille. Et en fait, mais ça, tu le vois après, quand tu grandis avec le recul, tu comprends beaucoup de choses. Exactement. Moi, j'ai vécu aussi ces choses aussi dès le début, où les bas tombent dans les roues immédiatement, faire le tour des banques juste pour ouvrir un compte bancaire, même pas pour demander un crédit ou quoi que ce soit. On m'a refusé, les 4 banques de ma ville m'ont refusé. Et j'ai dû appeler la Banque de France pour leur dire j'ai personne qui veut m'ouvrir de compte. Et j'ai eu une dernière chance avec la LCL aussi, et ils m'ont ouvert un compte. Sans carte de sans chéquier, sans rien. Donc c'est vrai que, et on me disait à l'époque, quand j'arrivais, déjà j'étais jeune, peut-être aussi ma couleur de peau ou ce que j'ai dégagé leur plaisait pas, et cette barrière aussi de faire de la restauration. Il y a plein de barrières. Tu sais, moi, souvent, on me dit pourquoi tu as accepté de passer à la télé. La télé est venue vers moi. J'ai accepté pour me protéger de l'injustice. Pas pour autre chose. C'est-à-dire, j'étais tellement dans des procès qui n'avaient pas de sens que j'ai accepté pour qu'on me laisse tranquille. Parce que si j'étais resté dans l'anonymat, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de problèmes. Donc en fait, il y a un moment donné, j'aurais dit, voilà, on passe à la télé, on connaît des journalistes, on peut se défendre. Si vous voulez nous faire du mal injustement, on peut se défendre. C'est pour ça que je l'ai fait. Parce que c'est vraiment... Il y a une justice à 2 vitesses. Et ça, tu le vois tout au long de... Tu sais, j'ai cédé des boîtes en 2014, je te donne un exemple. Il y avait une des boîtes qui a été défaillante 6 ans après. Alors moi, j'ai cédé, j'ai vendu le groupe, je suis sorti. J'ai été convoqué au tribunal. Mon avocate me dit, Monsieur Buzzman, c'est pour une dette de 140 000 euros, ça ne sert à rien de venir. Elle me dit, j'ai un client qui s'appelle Stéphane Français, c'est pour 6 millions. Il ne vient pas, vous ne venez pas. Lui, ils lui ont rien fait. 6 millions de dettes parce qu'il a liquidé l'entreprise. D'accord. Moi, pour 140 000, ils m'ont mis une interdiction de gérer.
Justice et à une deux justice vitesses. à deux vitesses. Ouais, c'est clair. Et je le dis toujours, que ça soit dans le côté rue, c'est-à-dire pour la voyoucratie, Oui. ou dans le côté honnête, halal et compagnie. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est le problème de la France aujourd'hui. Moi, c'est une des grandes raisons qui m'a poussé à m'expatrier. Voilà, tout le monde tout le monde le sait dans ma famille, etc. J'ai eu des bâtons dans les roues, mais vraiment toute ma vie d'entrepreneuriat. Et c'est un problème qui est... et là, aujourd'hui, je vois énormément de personnes dans mon cas. On va dire, la France, c'est très bien pour commencer, pour essayer quelque chose. Mais c'est vrai que si tu as un esprit un peu plus ouvert quand tu veux entreprendre, vaut mieux essayer dans un pays qui te donne la chance justement d'être entrepreneur. Donc, si tu veux, on vit qu'une fois, la vie est courte, ça sert à rien des fois de trop forcer. Ça vaut pas le coup. Le monde est grand. Quand tu sais que tu es compétent, on va t'ouvrir des portes partout, faut pas forcer. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'ai vendu. D'accord. À un moment donné, j'ai vendu, donc ça valait beaucoup d'argent. À ce moment-là, on faisait, nous, 125 millions de chiffres, on faisait 11 millions de résultats. Et donc, et même quand j'ai vendu, j'ai pas pris tout ce que je devais prendre, parce que le fils qui vient, et il vient de prendre tout ce qu'il y a à prendre et à ne pas prendre aussi. Donc même quand tu vends, c'est compliqué. Et en fait, tu te rends compte que tu n'es pas maître de ton entreprise. Ouais, tu es associé à 60%, tu as un associé de l'État qui... Même plus. Ouais. Et au-delà de ça, en plus de ça, tu vois, nous, on a vendu une centaine de millions. Mais en plus de ça, il n'y a qu'en vendant, normalement, que tu gagnes de l'argent. Parce que le système fiscal, il fait que sinon, tu ne gagnes pas d'argent. Tu vois. Et même quand tu vends, ils viennent t'embêter. Et c'est pour ça que quand tu goûtes à d'autres pays, après, comme Dubaï et d'autres pays, tu te dis, mais en fait, j'ai perdu du temps. Tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui se lancent en France dans l'entrepreneuriat, dans ce monde-là, un petit peu de food? Est-ce que tu as des conseils à leur donner, justement, pour pas qu'ils perdent leur temps, pour qu'ils essayent peut-être des choses en France, mais justement, si tu as une personne qui a un concept qui a créé un concept et qu'il arrive à faire du bruit en France et à ouvrir pas mal de choses, qu'est-ce que tu lui conseilles un petit peu pour prévenir un peu de tout ça? Alors, la première chose, à l'époque, on a fait l'erreur. Ne pensez pas que vous pouvez faire plus confiance à un pays soi-disant démocratique, par exemple, qu'à un pays arabe. C'est pas vrai. Tes biens, ils vont être plus en sécurité à Dubaï qu'à Paris. D'accord ? Parce qu'en France, c'est simple. Le modèle, tu vas créer une entreprise. Avec l'argent et le bilan, tu vas acheter de l'immobilier. Ton entreprise, demain, tu vas la présider. Tu auras un contrôle. Ils vont te mettre un contrôle fiscal pour n'importe quoi. Ils vont te saisir ta maison. Tout est lié. Ouais. D'accord ? Et donc, tu es propriétaire de rien en réalité. La première chose, c'est bien pour apprendre. On apprend. Ensuite, dès que les gens apprennent, il faut qu'ils partent. Moi, je dis souvent, la France, c'est pas pour les ambitieux. Tu sais, une fois, j'étais jeune, j'avais 25 ans, je monte dans l'avion, il y avait 2 Marocains, je revenais du Maroc, 2 frères. Je parle avec eux. Un, il me dit, moi, je vais vivre en France. Je dis, pourquoi ? Il me dit, moi, j'aime pas bosser. J'ai jamais bossé de ma vie. Je vais pour les aides, je gratte tout. Et l'autre, je dis, tu vas où ? Il me dit, moi, je vais à Londres parce que je suis ambitieux. Je suis un bosseur. En fait, ça t'explique exactement c'est quoi. Exactement. C'est bien de démarrer en France, celui qui veut faire une affaire, 2 ou 3, qui n'a pas forcément trop d'ambition. Mais si on veut monter dans les hautes sphères, j'y crois pas. Pour moi, il y a un plafond de verre réel. Et j'ai eu, sans prétention, je suis monté à un niveau, tu sais, j'étais 498e fortune de France à l'âge de 30 ans. Fortune professionnelle, hein, parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Parce que des fois, tu peux avoir une valeur d'entreprise qui vaut 120 millions et dans ton compte, il n'y a pas 500 000 euros. Ouais. C'est quand tu vends. Et donc, si tu veux, c'est comme ça que j'ai appris. Mais celui qui a de l'ambition, tu as des pays aujourd'hui, Dubaï, c'est fantastique. Tu sais, en France, je dis souvent, tu as 25% d'impôt société. D'accord ? Admettons, tu fais 1 million de bénéfices. Tu as 25% d'impôt société. Tu as entre les prélèvements sociaux et les impôts personnels à peu près 50-55%. Donc déjà, tu es à presque 80%. Il reste 20%. Ils vont venir te les prendre en faisant des contrôles fiscaux et compagnie. Donc tu es à 100% d'impôts. Ouais. Donc sur 1 million, il te reste 0. Ouais. À Dubaï, sur 1 million, il te reste 1 million. Exactement. Tout simplement. Même si, là, d'ici les prochaines années, ils installent cette taxe à 9%, faut quand même voir sur quoi le gouvernement ici investit. Ils investissent dans l'innovation, dans la santé, dans plein de choses. Donc, franchement, ça fait pas de mal de payer des impôts, mais quand c'est bien utilisé. Et quand, justement, tu as des schémas comme la France où c'est très mal utilisé,
et qu'en plus de ça, tu payes énormément, comme tu dis, quasiment 100% de ton chiffre, c'est clair que tu te sens plus à l'aise à faire quelque chose en France. Tu peux rien créer, quoi. Mais pas du tout. Mais tu as le Luxembourg. Moi, tu vois, avant de venir à Dubaï, j'ai résidé au Luxembourg pendant 12 ans, qui est beaucoup mieux. Le Luxembourg et la Suisse, c'est des gens plus droits. Moi, tu sais, au Luxembourg, j'ai eu 2 contrôles. C'est eux qui m'ont redonné de l'argent. Incroyable. C'est des gens droits, en fait. Ils ne sont pas là pour te piller, ils sont là pour que ça soit droit. Juste. La France, je pense qu'ils sont en train de faire fuir tous leurs bons entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver dans un pays où il y aura soit le 440, parce qu'ils ont des conventions avec l'État qui font que voilà, ils ne payent pas tant que ça. Et après, tu auras le salariat et le social. Mais je pense que tout ce qui est entre les deux, les entrepreneurs qui veulent créer de la richesse, ils sont tous en train de partir. Ouais, clairement d'accord. Moi, tous ceux que je connais, en tout cas, ils sont en train de partir ou ils sont partis. Clairement, tu as aussi énormément de fuites de jeunes qui commencent à faire leurs sous dans le digital, online. Ici à Dubaï, tu as énormément de jeunes de 20 ans, mais énormément. Et tu leur poses tous la question. En fait, la première année, ils sont contents parce qu'ils font un commerce, un shop en France et ça fonctionne très bien. Et quand ils arrivent devant leur expert comptable et qu'il leur dit là, tu as fait 1 million de CA, en fait, tu vas devoir payer tant. L'année d'après, ils fuient parce qu'ils veulent s'amuser avec leur argent, ils veulent faire des choses avec leur argent. Et malheureusement... Il n'y a rien à gagner. Nous, on a gagné de l'argent quand on a vendu la boîte et on a gagné de l'argent avec le foncier. Tu vois, le foncier a pris de la valeur. On avait acheté presque une centaine de murs commerciaux à la revente. D'accord. Voilà, le foncier, parce qu'on a eu l'intelligence de l'acheter. Mais si tu veux, sinon, c'est plus de problèmes de paperasse que d'argent. Je ne pense pas qu'il y ait des chefs d'entreprise en France qui aient vraiment de l'argent à titre personnel, tant qu'ils n'ont pas vendu. Tu vois, il y a vraiment une barrière entre les deux. Et après, comme tu dis, des fois, tu te poses des questions. Tu vois, à Dubaï, aujourd'hui, tu as des mutuelles pour $200, $250, et il y a tout est propre, les routes sont propres, les hôpitaux sont propres. Et en France, aujourd'hui, tu te demandes ce qu'ils font de l'argent. Moi, ça ne m'a jamais, tu sais, dérangé de payer 75% d'impôts. Par contre, il ne faut pas qu'on vienne chercher les 25% restants. Si on vient chercher les 25% restants, c'est du vol. Et quand c'est du vol, tu prends ton argent, ton patrimoine et tu pars. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et comment tu vois justement la différence entre on va parler dans un premier temps en France, il y a 20 ans, quand tu as commencé à créer tes... il y a plus de 20 ans que tu as créé plus de 20 ans. Plus de 20 ans. 21 ans. 21 ans. Donc tes premiers commerces que tu as créés versus les commerces aujourd'hui qui se créent en termes de... que ce soit de fiscalité ou même en termes de développement. Est-ce que c'était plus facile avant ou c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, selon toi ? Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui aide, c'est les réseaux sociaux. C'est la communication qui est devenue très réseau, qui peut aider le développement. Moi, je suis d'une époque où on distribuait des flyers devant les restos tous les jours et on était plus commerçant, si tu veux. On était devant les gens et on rabattait, on faisait rentrer les gens et c'est comme ça qu'on a lancé nos affaires. Dans chaque ville où j'ouvrais les premiers magasins, je restais 2-3 mois avec mon équipe et on distribuait du fly, on faisait de la dégustation. On ne connaissait pas. Tu sais, Nabab a été créé avant Facebook. Incroyable de se dire ça. Donc en vérité, on connaissait rien aux réseaux sociaux. C'est pas mon truc. Ouais, clairement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, ça peut être beaucoup plus facile de se développer grâce aux réseaux sociaux. Je pense que c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile. Après, on est dans un monde aussi où il y a plus de concurrence. Moi, tu sais, j'étais très jeune franchiseur dans le marché du halal. À l'époque, on était tout seul avec Nabab. C'était le seul truc à thématique halal où on le mettait un peu en avant. Aujourd'hui, tu as plein de jeunes qui ont créé des belles marques autour du taco, autour du burger, autour de plein de choses. Et il y a une concurrence qui est forte parce que plus ça ouvre et plus ça donne envie aux jeunes d'ouvrir. Moi, tu sais, il n'y a pas eu une journée qui s'est passée quand je marchais à Paris ou en France. On me dit, je trouve un entrepreneur qui me dit j'ai créé mon business parce que je t'ai vu. Alors que ça soit dans la restauration ou pas. Des mecs ont créé des business dans des alarmes, dans de l'immobilier, dans tous les domaines. Ils m'ont dit j'ai vu Zone Interdite en 2008, ça m'a donné envie de créer mon business. Et cette émission m'a beaucoup plu parce que j'ai eu beaucoup de messages. Tu avais des dames de notre communauté qui me disaient, en pleurs, qui me disaient, tu as donné envie à mes fils de réussir honnêtement. Incroyable. Tu vois ? Parce qu'il y a un tabou à ce niveau-là. Les jeunes de cité, en général, ils sont plus mis dans cette case-là. Et quand ils commencent aussi leur vie à 17, 18 ans, c'est vrai qu'ils ont plus l'esprit de faire un peu d'argent facile, etc. Et surtout en France,
les yeux sont braqués sur eux rapidement. Exactement. Donc, je pense que ouais, c'est réellement... Mais parce que, tu sais, il y a un chanteur avant qui s'appelait Kamel d'Alliance Ethnique, je ne sais pas si tu as connu, ça Non. fait longtemps, c'était des rappeurs à l'ancienne, qui disait « Je veux voir des jeunes gérer des entreprises et non des kilos ». Il y a longtemps. Et c'est ces chansons-là qui m'ont donné envie de créer mes business. Mais tu sais, je pense qu'il est plus facile de faire de l'argent honnêtement en partant de rien, si on bosse beaucoup et qu'on réfléchit un peu, que de faire limite de l'argent malhonnêtement. Ça, c'est une réalité. Ouais, mais sûr. après, à la finalité, et je m'en suis rendu compte, si tu es trafiquant, tu vas aller en prison, mais si tu es dans le circuit honnête et tu es issu de l'immigration maghrébine et que tu as monté des grosses entreprises, ils vont essayer de te mettre en prison aussi. C'est pareil. C'est incroyable. Je pense que c'est un pays qui a ramené l'immigration pour être ouvrière. Exact. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pas pour être créatrice d'emploi ou ceci. Donc c'est trafiquant, ouvrier ou aide sociale. Parce que quand on te donne le RSA, des aides, c'est fait pour que tu fasses rien d'autre. Tu manges, tu dors, ton loyer, il revient de toute façon. Tu vas acheter des cigarettes ou autre, ça revient. Mais tu consommes par contre. Ouais, c'est clair. Tu n'évolues pas socialement, mais tu consommes. Donc tu fais tourner la machine économique. Ouais, carrément. Par contre, est-ce qu'on veut de toi, créateur d'emploi avec 5000 salariés ou autres? Moi, j'y crois pas. Ouais. T'as ta story là-dedans, donc t'as clairement ton mot à dire. Je parlais avec un député il n'y a pas plus que 6 mois qui m'a dit clairement il y a de plus en plus de jeunes issus de l'immigration qui entreprennent. Il m'a fait comprendre l'immigration maghrébine. Donc, on est en train de durcir les lois pour les piéger. Incroyable. Ils savent très bien qu'administrativement, ils peuvent piéger tout le monde parce Bien que sûr. les lois sont anticonstitutionnelles. C'est-à-dire, tu peux mettre des ABS, abus de biens social, dans chaque truc. Enfin, tu peux piéger aujourd'hui chaque commerçant. Avec les lois qui sont faites aujourd'hui. Tu peux tous les piéger. Ouais. Donc, le circuit, c'est quoi? C'est monter un peu, acheter 2-3 maisons, 2-3 apparts. On viendra dans 20 ans tout récupérer. Incroyable. Ça fait froid dans le dos quand c'est on la l'explique. réalité. Ouais. Et moi, autour de moi, mes 20 proches amis sont tous des entrepreneurs. Et il y en a qui avaient un patrimoine de 10, 15, 20 millions. Ils leur ont tout pris. Donc, aujourd'hui, il vaut mieux, si tu es jeune et tu as encore cette force, la vingtaine, la trentaine, aller dans des pays qui sont droits là-dessus. On ne va pas te prendre ta sueur. Tu vois. Et tu as un autre problème aujourd'hui en France. Tu as une confrontation entre les entrepreneurs et les fonctionnaires. Tu vas te retrouver facilement face à un fonctionnaire. Tu sais, moi, une fois, je t'ai convoqué, on m'a dit « Pourquoi vous dites à vos salariés de mettre un seul fromage dans le kebab ?» Et je dis « Monsieur le commissaire, pourquoi vous n'allez pas voir le patron de McDonald's? Il y a la moitié du cheddar dans un fiche. » Et je dis « En fait, vous m'auditionnez pour ça. Et vous auditionnez 10 collaborateurs. Par contre, quand on se fait cambrioler un restaurant, vous ne venez pas. » Il n'y a plus personne, c'est clair. Donc, la justice devient illogique. Ouais. L'administration fiscale devient illogique. Tout devient illogique. Quand un pays devient illogique, il faut partir vers des pays logiques. Ouais, clairement. La première année que j'ai ouvert, j'ai eu 7 contrôles. Et dans ces 7 contrôles, mis à part le contrôle fiscal, j'ai eu l'hygiène, j'ai eu la répression des fraudes. Je les ai tous eu, les gendarmes qui viennent bloquer à 18h, 19h pendant que je travaillais pour me dire là vous arrêtez tout, c'est qui vos salariés, ils travaillent depuis quand, etc. J'ai vraiment tout eu. Et une fois j'ai eu une dame qui est venue à 12h30, plein service, qui est venue vérifier ce qu'on faisait. Elle est venue, elle a pris le menu, elle a dit ah donc là il y a une pizza avec de la vache qui rit, montrez-moi la vache qui rit. Ouais, bien sûr. Je lui ai montré la vache qui rit. Ah ok, je vous laisse tranquille. Le Nutella, faites-moi voir le Nutella. Nutella, ah c'est la vraie marque à Nutella, d'accord. Et quand elle est arrivée au jambon, donc moi j'avais pas mis jambon de dinde, j'ai mis jambon. Ouais. Et là elle m'a dit ah vous voulez, on va jouer. Vous voulez jouer en mentionnant seulement un jambon et pas jambon de dinde. Et là, pareil, elle nous a fait des problèmes. Mais en fait, c'était la première année. Tu sais ce qui se passe dans ce pays? Je te dis là, mon constat, et en ayant vu beaucoup de pays, il n'y a aucun pays parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? Les fonctionnaires ont oublié que c'est les entrepreneurs qui prennent tous les risques, qui créent de l'emploi. Quand tu crées de l'emploi, tes employés et toi allons payer de l'impôt. Vous allez payer de l'impôt pour payer les fonctionnaires. Yes. Sauf qu'à un moment donné, tous les entrepreneurs de talent partent. Il n'y aura plus de création d'emplois.
Il n'y aura plus personne pour payer les impôts, parce qu'aujourd'hui, le chômage n'arrête pas d'exploser, parce que ce qu'ils ne disent pas, c'est que tout le monde part, tous les gens qui veulent créer un projet, ils partent, et ben, ils ne pourront plus payer les fonctionnaires. Donc les mêmes fonctionnaires qui t'ont contrôlé, ils se feront licencier. Tous les ans, ils sont en train de licencier plein de fonctionnaires. Mais ça, ils l'oublient. Quand moi, tu vois, une fois, un policier pour un contrôle dans un magasin, j'étais président de mes entreprises. Il m'a appelé, il me dit, Monsieur Benotman, il faut qu'on se voit, je ne suis pas votre prostituée. Vous voyez jusqu'où ça va. Il y a une haine. Il y a une haine. Il y a une haine anti-créateur d'emplois. Carrément. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu as l'émergence des nouveaux pays. Tu as Dubaï, il y a le Maroc qui se développe très bien. Il y a d'autres pays en Asie. Il y a le choix aujourd'hui. Et en plus, on est de plus en plus dans des business où tu n'as plus besoin d'être sur place, des business online. C'est ça la force. Moi, ce que je dis vraiment aux nouveaux entrepreneurs, nouvelle génération, il faut créer que des trucs en ligne. Il ne faut plus être des trucs en ligne où ça nécessite le moins de personnel possible. Exactement, Il faut automatiser au maximum ce qu'on fait. On peut ouvrir des commerces physiques, mais tout en automatisant au maximum pour avoir le moins de... D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée par rapport à la gestion de l'humain quand tu as commencé. Moi, j'ai eu jusqu'à 3200 salariés. En plus, je suis obligé de manager, mais j'aime pas forcément ça. Je suis plus dans la création que dans le management, mais c'est très, très difficile. Alors, j'avais des bons bras droits. Il faut avoir des gens de confiance, de compétences, et il faut la loyauté. La loyauté, elle est limite plus importante que la compétence. La compétence, elle s'acquiert, la loyauté, non. Et après, j'avais ces gens-là qui géraient au quotidien les restos, mais c'est très compliqué. De toute façon, tu es tenu par les salariés. Tu payes 3 jours en retard un salarié, il va aller au prud'homme, il va gagner 25 000 euros. Tu es obligé de suivre, il y a beaucoup de paperasserie. C'est un pays d'administration, de loi. Donc, tu vas mettre beaucoup de gens dans les bureaux. Et en fait, le bénéfice de tes magasins, il est absorbé par le siège. Yes. C'est le support parce qu'il te faut limite une personne tous les 3 restaurants pour contrôler. Donc, l'humain, pour toi, ça a été quelque chose d'assez compliqué à gérer. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde. C'est le plus compliqué, tu penses, dans la... Et aujourd'hui, dans mes nouveaux business, tu vois, que je crée, j'essaye d'éviter l'humain. De mettre le moins de... Voilà. Je travaille plus avec un rôle d'actionnaire. Tu vois, par exemple, 2021, on a failli acheter Quick. J'ai failli reprendre Quick. Une très belle affaire. D'ailleurs, tout le monde me disait que ça n'allait pas marcher. Et tu vois, j'avais proposé 230 millions. Je n'ai pas réussi à obtenir plus. Ça a été acheté 237 par un fonds américain qui sont en train de le revendre 700 millions. Tu vois, c'était une plus-value d'1,5 milliard. Et je disais bien à mes actionnaires, je vais être dans la stratégie, mais plus dans l'opérationnel. La gestion de l'humain, on va mettre un bon CIO, on va cadrer, on va limiter les filiales, on va mettre des franchisés purs, des locataires gérants franchisés. Mais aujourd'hui, tu vois, à 40 ans, l'opérationnel ne me plaît plus. C'est plus quelque chose, je le ferai plus. D'accord. Je suis plus dans la partie finance et stratégie qui me passionne aussi plus, mais plus l'opérationnel. D'accord. Et tu as du coup l'humain dans les autres pays que tu as fait. Est-ce que ça a été plus facile qu'en France ? Bien sûr, partout, c'est plus facile partout. Nous, à l'époque, on a ouvert au Maroc, on a ouvert 5-6 points de vente, mais on a ouvert à Miami, mais bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, on va te dire souvent que, par exemple, si je prends le cas de Dubaï, oui, les Indiens ou autres sont mal payés, etc. Mais parle avec eux de l'indice bonheur. Tu vas parler qu'un chauffeur ici qui touche 600 euros, il va être plus heureux qu'un chauffeur Uber en France à 3 000 à 4 000 euros. Je suis d'accord. Ils sont plus heureux parce qu'ils sont dans un cadre de vie. Déjà, il fait beau. Ils ont un type d'HLM, mais qui est beaucoup mieux qu'en France. Et c'est beaucoup plus simple pour eux. Exactement. Et par rapport à où ils vivent de base, ça n'a rien à voir. Dans leur pays, ils touchent peut-être... je sais pas, moins de 100 euros par mois, ils arrivent dans un autre pays où ils touchent 8 fois plus, voire 10 fois plus. Donc, ils peuvent subvenir aux besoins de leur famille dans leur pays. Donc, je parlais avec un chir ici, justement, qui est un bon ami. Il me disait, on n'a forcé personne à venir. Ces gens-là, s'ils viennent, c'est qu'ils sont contents. Tu vois. Et je vais te dire, quand tu touches 800 euros ici, que tu as des logements faits pour bosser, parce qu'ils ont des logements faits pour bosser, qui sont souvent mis ils sont souvent donnés par le patron, et qu'ils ont des quartiers où tu manges pour 1-2 euros, tu peux mettre plus d'argent de côté que quelqu'un qui touche le SMIC en France 1400 et qui a son loyer à 800 euros. Exactement. Et qui va prendre en région parisienne son RER tous les matins 1 heure pour rentrer, il va devoir déjeuner pour 15 euros.
Ouais, non, mais c'est clair, le calcul, il est vite vu en Mais vrai. bien sûr, en fait, il faut bien calculer le pour et le contre. Moi, Hein. sur certains de mes commentaires, que ce soit YouTube ou Instagram ou TikTok, j'ai pas mal de Français qui me disent oui, mais toi, tu es à Dubaï, on n'en parle pas de l'esclavage par contre. Je dis mais les gars, faut arrêter. Le peuple français est chauvin, il est très chauvin. L'esclavage, il est partout. Ouais, Et je trouve pour moi, être au SMIC en France et faire 2 heures de transport, c'est ça je l'esclavage. suis d'accord. Sous le froid, sous la pluie, Ouais. c'est ça l'esclavage. Mhm. Ici, je vois pas d'esclavage. C'est comme ils vont te dire Dubaï, la vie est chère. C'est pas vrai, il y en a pour toutes les bourses. Tu vas à Dera, tu manges pour 2 euros. Ouais, c'est clair. Hein. Il y a des hôtels à 15 dollars. Il y en a pour toutes les bourses. Et comme tu as des hôtels à 10 000 dollars, si tu veux, il y en a pour toutes les bourses. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors moi, j'ai vendu, comme je t'ai dit, Nabab en 2014. Ouais. Je suis revenu à un moment, j'ai fait une erreur, j'ai lancé des marques de tacos, etc., de poké. Mais comme je voulais plus être dans l'opérationnel, j'ai remonté des marques, j'allais développer énormément, je les ai vendues en cours de route. Parce que je me suis rendu compte que j'avais plus l'envie. Ça me plaisait beaucoup la franchise à 25 ans, moins à 35. D'accord? Donc j'ai revendu. Alors moi, je gère mon portefeuille immobilier qui est à Dubaï. Donc c'est plus facile à gérer, on va dire, qu'une entreprise. Yes. Et j'ai beaucoup voyagé. Moi, je suis un grand voyageur. Tu sais, depuis que je suis très jeune, je suis un grand curieux de découvrir le monde et des endroits vraiment lointains parce que ça nous apprend beaucoup sur les gens, sur les peuples, c'est important et ça rend humble. C'est très important, les voyages. Et à part ça, si tu veux, donc je me suis un peu reposé. J'ai un peu réfléchi et là on relance des nouvelles activités. Tu vois, je me suis laissé vraiment 2 années de tranquillité et on se relance autour du fitness. On relance des programmes d'hôtellerie, on refait de l'hôtellerie, on fait de l'immobilier, on refait un peu de restauration mais de façon différente et on fait beaucoup de digital. J'investis beaucoup dans le digital. J'ai d'ailleurs mis un hub en place à Casablanca. C'est là-bas que je développe mes outils dans le digital. Et on a créé 5 startups, dont une d'entre elles qui est un mastodonte. Et là, on développe. Tu sais, et c'est autour de l'encaissement, du système d'encaissement. Moi, ceux qui ont monté des systèmes d'encaissement en France, c'est moi qui leur ai appris la plupart à comment on faisait une caisse, parce que j'étais leur client. D'accord. Comme j'étais client chez la plupart, je leur expliquais. Et on a monté avec mon associé Kevin, qui est résident lui aussi à Dubaï, quelque chose d'énorme là-dessus, et je développe ça. D'accord. Voilà. J'ai tenté avant 2-3 sujets de croissance externe avec le rachat de Quick, avec le rachat de Courtepaille. Pareil, Courtepaille, j'ai eu des bâtons dans les roues, ils m'ont pas laissé. Je devais reprendre Pomme de Pain aussi. On ne s'est pas entendu sur celui des Champs-Élysées qui voulait garder, donc j'ai abandonné. Là, on est sur d'autres sujets de croissance externe en Europe cette fois-ci, donc avec mes amis et associés investisseurs et financiers. Sinon, tout le reste, c'est pourquoi je me mets dans le digital, parce que je veux la liberté. Je veux plus avoir... Tu sais, aujourd'hui, ça m'excite plus à 40 ans d'avoir des bureaux. Tu arrives le matin, tu as 100 personnes au bureau et t'es physique, tu dois être là, ça m'intéresse. Je comprends. Aujourd'hui, je suis comme un gamin de 20 ans, tu vois, je veux un business libre. Je veux être sur mon ordi, dans une plage à Bali, en train de faire mes trucs, tu vois. Et c'est ça la richesse. Non, c'est clairement ça. Il faut profiter de ce que nous donne le digital. Exactement. Et les opportunités qu'on nous donne aujourd'hui. C'est ça que je fais. Ça, c'est le nouveau business que je reprends. D'accord. Et on fait de la construction au Maroc, notamment à Marrakech. D'accord, intéressant. D'accord. Alors au Maroc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, à l'époque, j'avais acheté une 20aine d'hectares. D'accord, donc route d'Amizmiz, donc en région marocaine, Marrakech. Et là, maintenant, on les construit. D'accord. On La fait promotion de la promotion immobilière. D'accord. Donc, pour revenir juste par rapport à la partie un peu digitale que les startups que tu crées, est-ce que tu peux justement en dire plus par rapport aux caisses, enfin ce que tu veux développer? Alors, tu as plein de logiciels de caisse à travers le monde. Yes. Tu as aujourd'hui, par exemple, en Europe aussi des logiciels qui gèrent les plannings, qui envoient à chaque salarié le planning par mail. Tu as des logiciels qui gèrent les inventaires. Tu as des logiciels qui gèrent le stock, tu as des logiciels qui gèrent la compta, etc. Nous, on a fait un logiciel 360 tout en un, qui te permet d'avoir la rentabilité immédiate de ton affaire. Par exemple, ton affaire, à l'heure, à la journée, à la semaine, à l'année, au mois, tu sauras ton chiffre d'affaires, ça on le sait tous, mais tu sauras combien tu gagnes en bas de page.
Et il va te donner, via l'intelligence artificielle qu'on a mis dans les actions correctives, il va dire tu as consommé trop de food, tu as consommé trop de masse salariale, tu n'as pas fait assez de chiffre d'affaires par rapport à ton loyer, etc. etc. Donc, c'est limite le manager que tu as besoin dans ta boîte. Voilà. Mon expertise, je me suis dit en 20 ans, c'est très dur de trouver des managers. Yes. Tu as vu, j'avais beaucoup de salariés. Des salariés qui coupent la viande dans un kebab ou qui font des tacos, c'est facile. Mais des managers, c'était une prise de tête. Ouais, je suis d'accord. On ne trouvait pas des bons. Alors même tu leur donnes 2 000 € par mois, 2005, 3 000, il n'y avait pas de bons. Donc en fait, je me suis dit, il faut automatiser pour qu'un salarié devienne manager. Ouais, je suis d'accord. Facilement. D'accord. Et ça, c'était 16 développeurs pendant 7 ans. On a travaillé beaucoup. Moi, j'ai amené l'expérience métier. Kevin, il a ramené l'expérience développement. Et aujourd'hui, on a 1600, 1700 clients et on va accélérer. Et c'est un abonnement mensuel que les restaurants ils ont entre 100 et 350 € par mois. Et je crois aujourd'hui qu'au business de l'abonnement. D'accord, ouais. Au co-recurring. Même dans la restauration, on refait d'autres business, c'est de l'abonnement. C'est-à-dire, je crois au business où tu n'as plus de salariés, tu as mis en place un outil informatique et tu as un abonnement. Ouais. Parce qu'une fois qu'il est créé, après, c'est exponentiel. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi et en phase avec ce que tu dis. Et là, encore une fois, tu peux être dans ta plage à Bali et sur ton ordi, tu vas voir, bah là, on a 100 abonnés de plus, 200 de plus, 300 de plus. L'argent rentre et tu es au soleil. Exactement. Exactement. En fait, tu as ton expertise sur toutes les problématiques que tu as pu avoir dans ton parcours. Donc, c'est une force, une grosse force. Et tu as pu rassembler pour répondre à toutes ces problématiques-là en un seul logiciel, quoi. Si tu veux, l'expérience, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix du tout. Ouais. Faut le savoir. C'est comme il disait, je crois, Bill Gates, il disait me jugez pas sur ce que je fais en 30 minutes parce que j'ai mis 10 ans à apprendre à le faire en 30 minutes. Ouais. Et en plus, nous, on a... Tu sais, moi, j'ai une âme de pauvre. C'est-à-dire, moi, on n'a jamais vécu dans l'opulence, etc. On a gagné de l'argent. On a connu tout ce qui est belles voitures, jet privé, yacht, on a tout connu, mais on reste des gens très simples. Yes. Donc, ce qu'on gagne, que ce soit moi ou mes associés, on a toujours réinvesti dans l'entreprise. On a fait des erreurs de trop réinvestir en France à un moment donné, chose qu'on ne fait plus depuis 10 ans. Mais si tu veux, ce qui nous anime, c'est créer de la richesse. Comme je dis souvent, on ne veut pas être riche, on veut être des pauvres qui gagnent de l'argent. Ouais. Tu vois, Ouais. ça, c'est un très beau mot de la fin. Comme d'habitude, j'explique un peu à mes auditeurs. C'est des petites vidéos podcast que je commence à faire. Donc là, c'est mon 2e épisode. Je suis vraiment ravi de l'avoir partagé avec toi. J'espère qu'on pourra en tourner d'autres. Je pense qu'il y a énormément de sujets qu'on peut évoquer sur une petite heure. C'est court, on va dire. Mais c'est pour un petit peu donner envie aux gens de suivre sur une période très, très courte quelque chose de dynamique. Et vraiment, tu as donné énormément de valeur sur ces minutes-là. Est-ce que tu veux ajouter une chose? Parfait pour moi. Un grand merci à toi de m'avoir invité. J'étais de passage à Dubaï. Et un grand plaisir pour se revoir sur des sujets qui te... Merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout à donner de la force à la chaîne qui grandit. Après 3 vidéos sur YouTube, je suis super content d'avoir tout ce petit monde-là. Et à bientôt.